Malgré les critiques, Hansi Flick fait des changements. Hansi Flick essaye de mettre en place des ajustements autour de son hors-jeu tant critiqué actuellement. Et c'est justement de ça dont on va parler dans cette vidéo spéciale analyse dans laquelle on va s'arrêter sur 4 points qu'on a aperçus lors du dernier match du côté du Barça. 4 points qui, pourquoi pas, seraient le début d'une nouvelle route vers le succès pour le FC Barcelone. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser que je vais m'appuyer grandement sur les travaux de deux grands analystes que j'apprécie beaucoup. Le premier, c'est Albert Blaya Sansat, qui est un Espagnol, qui fait des vidéos notamment sur YouTube, des vidéos analyse. Il fait souvent aussi des loops le lendemain des matchs du FC Barcelone. Donc c'est un regard très précis en mettant en place des palettes. Donc si vous aimez bien tout ça, n'hésitez pas à checker sa page YouTube. Alors le seul défaut, c'est que c'est en espagnol, c'est pas traduit en français, mais juste avec les images, normalement, vous devriez un petit peu comprendre. Et le deuxième, c'est Islam Bouafif, qui lui est un journaliste tunisien, si je dis pas de bêtises, qui évolue plutôt lui sur Twitter. C'est écrit en anglais, vous pouvez facilement traduire en français son contenu et c'est également de très grande qualité. Donc justement pour cette vidéo, j'ai un petit peu rassemblé leurs deux analyses du match contre le Celta Vigo, qui bien évidemment se ressemblent énormément et qui ressemblent beaucoup à ce que j'ai aperçu de ce match contre le Celta Vigo. Donc voilà, juste pour être 100% transparent, je vais pas mal utiliser leur capture d'écran et un petit peu aussi de ce qu'ils ont analysé de ce match-ci dans cette vidéo. Et juste avant de venir aux 4 points d'ajustement qu'on a vu justement contre le Celta Vigo, essayons de revenir aux origines du mal. Qu'est-ce qui fait que le Barça doit absolument se remettre en question par rapport à son animation défensive? J'ai fait une grosse vidéo justement analyse après le match contre le Paris Saint-Germain qui montrait les défauts du chaos défensif du côté du FC Barcelone. Et le mot chaos n'est même pas une hyperbole, c'est vraiment un chaos à partir du moment où ton pressing est mal fait, où tu as un bloc aussi haut et que tu mets en place une ligne du hors-jeu et que ces 3 points-ci sont mal exécutés. C'est obligatoirement un KO pour ton équipe et c'était le cas du côté du Barça, pas que contre le Paris Saint-Germain, mais dans plusieurs matchs de Liga où on a énormément concédé. Et ce qui est justement intéressant, c'est qu'on a remarqué que finalement les adversaires avaient mis en place une structure qui se répétait très souvent et qui était généralement la même pour affronter le FC Barcelone et que cumulé justement à ce FC Barcelone qui dans son animation propre était beaucoup moins bon que l'année dernière, ça a créé un gros boom négatif pour le Barça. Quel était justement ce pattern utilisé par les adversaires? Très simple. Un mauvais pressing tout d'abord du FC Barcelone, des milieux de terrain et surtout des attaquants. Un mauvais pressing qui laissait libre les latéraux adverses. À partir du moment où les latéraux adverses sont libres, nos latéraux, généralement Jules Koundé et Baldé, montent sur les latéraux adverses et laissent bien évidemment énormément d'espace dans leur dos. Espace dans lesquels vont s'engouffrer les ailiers adverses mais aussi les milieux de terrain qui peuvent se projeter dans les demi-espaces. Ensuite, une fois que les joueurs excentrés ont le ballon, ils font un petit centre pour leur numéro 9, ce qui donne une situation dangereuse instantanément ou très souvent un but contre le FC Barcelone. Une situation qu'on a vue à de très nombreuses reprises cette saison et sur laquelle il fallait travailler et on a vu Flick essayer de travailler justement par rapport à cette problématique. Sur les 3-4 derniers matchs du FC Barcelone, on a vu beaucoup de modifications. C'était surtout avec ballon dans un premier temps que Flick essayait de changer des choses tout en conservant son hors-jeu. Il l'a même dit en conférence de presse il n'y a pas très longtemps. Il a envie de continuer à travailler avec cette ligne du hors-jeu. Mais c'est surtout dans le dernier match contre le Celta Vigo qu'on a vu le réajustement le plus intéressant parce que cette fois-ci, il y a aussi eu un travail sans ballon, grandement sans ballon de la part de Flick et de ses joueurs. Et c'est justement ça qu'on va vraiment analyser dans cette vidéo. Le premier point qu'on remarque assez facilement dans cette rencontre, c'est le positionnement d'un joueur, d'un certain Frenkie de Jong. Et au départ, on se dit tous devant notre écran, mais qu'arrive-t-il à notre milieu de terrain hollandais qui se place 10-15 mètres derrière la ligne du hors-jeu? C'était extrêmement surprenant de voir ce positionnement-ci. Certains même se sont demandé si Frenkie de Jong n'était pas en train de faire une révolution contre son coach. Je ne pense pas, parce que Frenkie de Jong a fait ça en première mi-temps et aussi en seconde mi-temps. Donc si ce n'était pas les consignes du coach, je pense qu'il lui aurait dit justement à la pause dans les vestiaires, ce qui n'a pas été le cas, puisque encore une fois, Frenkie de Jong a fait la même chose en deuxième mi-temps. Donc Frenkie de Jong très reculé, 10-15 mètres derrière sa ligne défensive, et maintenant on se demande pourquoi. Alors tout à l'heure, on a évoqué le fait que très souvent les actions des adversaires se terminaient par une passe d'un joueur excentré pour le numéro 9. Qu'est-ce que font les adversaires depuis le début de saison contre le FC Barcelone? C'est qu'ils placent justement leur numéro 9 très loin, lui aussi, derrière la ligne du Barça lors des phases de construction. Typiquement, le match contre le Celta Vigo, Borja Iglesias est très régulièrement 10-15 mètres derrière la ligne défensive du FC Barcelone. Pourquoi? Pour avoir un temps d'avance sur les défenseurs centraux du FC Barcelone. C'est-à-dire que quand le joueur
joueur qui va être excentré du côté de Celta Vigo va être touché, il va pouvoir faire son centre à son numéro 9 qui aura forcément de l'avance par rapport au défenseur central. Parce que le défenseur central du côté du Barça, que ce soit Cubarsí ou Ronald Araujo, aura lui joué le hors-jeu, donc aura fait un pas vers l'avant pendant que son attaquant, lui, va attaquer. Le temps que ce défenseur se retourne et se mette à courir dans l'autre sens, l'attaquant, que ce soit un escargot ou que ce soit Usain Bolt, il aura toujours un petit temps d'avance. Donc ça, c'est une stratégie qu'ont mis en place les adversaires contre le Barça. Bien évidemment, le Celta n'a pas dérogé à la règle et pour contrer ça, Hansi Flick a dit à Frenkie de Jong de rester bas pour empêcher justement que ce numéro 9 soit seul et surtout empêcher la passe entre le joueur excentré et le numéro 9, ce qu'a très bien fait dans un premier temps Frenkie de Jong. Mais malheureusement, cette stratégie, elle a aussi amené des petits points de difficulté, petits points qui sont au nombre de 3. Le premier point de difficulté, Frenkie de Jong est un très bon joueur, mais ce n'est pas un cyborg. C'est-à-dire que si on demande à notre milieu de terrain d'être déjà 10-15 mètres derrière les défenseurs centraux et ensuite de remonter, de gérer la conservation, d'être le métronome de l'équipe, ça fait un petit peu beaucoup. Surtout que le Barça joue avec Fermín López et Dani Olmo, qui sont des joueurs plutôt de rupture avant d'être des joueurs de conservation. Donc le seul joueur du milieu de terrain qui est en capacité d'être à la réelle construction, c'est Frenkie de Jong. Donc ça demandait quand même beaucoup d'efforts. Ensuite, le deuxième problème, c'était que Frenkie de Jong n'était pas présent pour aller presser le joueur qui allait se mettre en point de fixation. Et ça, Borja Iglesias le faisait très souvent. C'est-à-dire que quand le Celta Vigo était pressé par le Barça, ils demandaient à leur numéro 9 de venir fixer, de venir décrocher, de prendre les ballons dans le rond central. Frenkie de Jong n'était pas présent, il était derrière sa ligne défensive. Du coup, personne ne venait presser Borja Iglesias et les sorties de balles étaient beaucoup trop simples pour le Celta Vigo. Et enfin, le troisième défaut que ça a apporté, c'est qu'au bout d'un moment, le Celta Vigo a compris la ruse. Et ce qui se passe, c'est que du côté du Celta Vigo, il n'y a pas que Borja Iglesias qui prend l'espace axial quand il va justement jouer ses phases de verticalité. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait toujours un joueur qui s'est positionné dans cette surface de réparation, que Frenkie de Jong lui essayait de couper la passe qu'il y avait entre le joueur excentré et le joueur dans la surface, ce qui s'est passé sur l'égalisation du Celta Vigo. Frenkie de Jong a un bon positionnement pour couper cette passe-ci, mais qu'est-ce qui se passe du côté de Borja Iglesias? Le joueur a appris la leçon de la première mi-temps et en fin de cette dernière se positionne beaucoup plus en retrait, se positionne aux abords de la surface de réparation. Plus personne n'est au marquage sur le joueur et immédiatement ça donne une occasion, une situation franche pour l'adversaire et même sur cette situation précise, un but pour le Celta Vigo. Donc malgré une stratégie qui de prime abord a apporté des petits éléments positifs, de mettre ce De Jong un petit peu plus reculé, on a vu qu'il y avait certains défauts. Et à cela, Hansi Flick va répondre en seconde mi-temps. Et là, on arrive sur le deuxième élément intéressant de cet ajustement. Ce que va se dire Hansi Flick, c'est que Frenkie de Jong doit retrouver essentiellement son rôle de pivot. Du coup, il va demander à Frenkie de Jong d'être présent et notamment d'empêcher les relances du Celta Vigo sur Borja Iglesias en point de fixation comme on l'a dit. Frenkie de Jong retrouve en majeure partie son rôle de pivot, même si en deuxième mi-temps, il va aussi à certains moments être 10 mètres derrière sa défense. Mais le premier point, c'est justement d'essayer de travailler ce joueur qui est 10-15 mètres derrière la ligne du hors-jeu, mais avec un autre joueur, notamment Cubarsí dans ce match contre le Celta Vigo. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps De Jong qui va le faire, mais c'est aussi des fois un défenseur central. Donc déjà, le premier changement, c'est d'essayer d'alterner avec un autre joueur que Frenkie de Jong. Le deuxième petit changement, aussi très intéressant, c'est que pour combler le fait que Frenkie de Jong ne soit plus présent entre les deux défenseurs centraux et continuer à avoir la même densité défensive axiale, il faut un troisième joueur, il faut un troisième défenseur central. Et ce qui va se passer du côté du FC Barcelone, c'est de demander au latéral opposé du ballon de toujours rejoindre les deux défenseurs centraux. Si le ballon est côté Baldé, Eric Garcia rejoint la défense, formant une défense à 3, Araujo, Eric Garcia, Cubarsí. Si le ballon est du côté d'Eric Garcia, c'est à Baldé de venir aider ces deux défenseurs centraux. Et comme ça, le FC Barcelone se retrouve toujours avec une ligne défensive de 3 défenseurs centraux. Et enfin, le troisième élément de ce deuxième grand point, et c'est peut-être l'élément le plus important, c'est que le Barça va commencer à prioriser l'espace avant tout. Prioriser l'espace avant le hors-jeu. Et on va avoir un Barça, notamment les défenseurs du FC Barcelone, qui vont plus essayer d'anticiper les zones qui possiblement pourraient être dangereuses pour eux, plutôt que de forcément mettre en place le hors-jeu. Et notamment, ce qui va se passer, c'est que le Barça va commencer à connaître le pattern de son adversaire, connaître la stratégie de son adversaire et essayer de s'y adapter. Si on a dit que les adversaires connaissaient maintenant l'animation défensive du Barça et commençaient eux-mêmes à avoir leur stratégie, c'est au tour actuellement du Barça de connaître la stratégie de l'adversaire. Ce qu'il s'est passé contre le Celta Vigo, c'est typiquement que dès qu'un joueur excentré du Celta recevait le ballon, que ce soit généralement les latéraux, mais ça pouvait aussi à certains moments être les ailiers,
tout de suite, le défenseur central qui était côté ballon du côté du Barça allait suivre son joueur qui prenait l'espace. Si on était côté Baldé, tout de suite, Cubarsí essayait de redescendre et d'anticiper la course du joueur qui allait prendre justement l'espace libéré par le bloc haut. Si c'était côté Eric Garcia, c'est Ronald Araujo qui essayait d'anticiper la course. Alors bien évidemment, le joueur adverse a un temps d'avance et récupère le ballon en premier. Le joueur du Celta a la balle parce que c'est lui qui a lancé l'appel. Mais contrairement au moment où nous, on tente le hors-jeu et donc forcément, il y a des mètres d'écart entre le défenseur et son attaquant, cette fois-ci, notre défenseur est directement au contact de l'adversaire. Donc c'est beaucoup plus difficile pour lui d'avancer et c'est surtout beaucoup plus difficile pour lui de faire cette fameuse passe pour le numéro 9. Donc toujours cette idée du Barça, et c'est peut-être l'idée la plus importante de cette vidéo, d'essayer maintenant de jouer plus l'espace que de jouer forcément la ligne du hors-jeu. On a même vu à certains moments le Barça avoir une déstructuration totale de sa ligne du hors-jeu, avec un Frenkie de Jong qui même en deuxième mi-temps était 10-15 mètres derrière ses défenseurs centraux, un Cubarsí qui lui-même avait 1 mètre ou 2 de recul par rapport à la ligne du hors-jeu, et un Baldé qui était en train de courir derrière son adversaire, son vis-à-vis. Donc on avait une ligne du Barça qui était totalement déstructurée, mais avec chacun des joueurs qui avait un rôle précis, qui était dans l'anticipation des zones possiblement dangereuses. Et ça, c'est un élément qui est très différenciant par rapport à ce qu'on voyait avant du côté du Barça. Le troisième ajustement, maintenant du côté du FC Barcelone, quelque chose qu'on voyait très peu souvent en ce début de saison, c'est que le Barça a accepté de défendre en bloc médian. Ça, c'est surtout arrivé sur la troisième partie du match, donc le dernier tiers de la rencontre, et ça a surtout permis à 2 joueurs de se mettre en évidence, 2 joueurs que sont Lamine Yamal et Rashford, qui avant ça, depuis ce début de saison, ont un pressing qu'on peut noter à peu près à 0 sur 20. Et je ne suis même pas dans l'abus, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui font fi de faire un pressing, qui déjà n'y mettent pas l'intensité et qui en plus de ça ne vont même pas boucher la ligne de passe entre le défenseur central et le latéral et qui en plus de ça ne vont même pas faire l'effort ensuite de suivre leur latéral. Donc on est vraiment sur un niveau très nul de pressing depuis le début de la saison de la part de Rashford et de Lamine Yamal, et dans ce match-ci, on a vu une évolution à travers le bloc médian qui les met à leur avantage parce que cette fois-ci, ils ne vont plus défendre vers leur but, mais ils vont défendre face au but adverse. Ils vont défendre en avançant. Donc déjà, ça va les aider par rapport à leur motivation, parce que quand tu défends et que tu vas vers le but adverse, que tu défends en avançant, c'est beaucoup plus motivant que de défendre quand tu vas reculer vers ton but. Et en plus de ça, intrinsèquement, ils auront moins d'efforts à faire. Alors, ils ont un tout petit peu plus d'efforts à faire pour reculer avec le bloc, mais à partir du moment où ils sont un peu plus reculés, ils ont juste à boucher un petit peu la ligne de passe, les lignes sont beaucoup plus resserrées et à presser un petit peu plus leur latéral. C'est un petit peu plus de travail qu'il y a à faire à ce niveau-là, mais sinon dans l'effort global, ça demande un petit peu moins d'effort. Et comme on l'a dit, conjugué avec la motivation, on voit du côté de Rashford et de Lamine Yamal des taux de récupération qui sont nettement supérieurs à ce qui s'est passé dans les autres matchs et des joueurs vraiment qui mettent en difficulté l'adversaire. Parce que là, le bloc, il est compact et tu as vraiment un joueur, donc Rashford ou Lamine Yamal, qui va prendre son latéral, ce qui va faire en sorte que Eric Garcia et Baldé, eux, ne vont pas avoir à monter et donc de libérer de l'espace derrière eux. Le bloc est beaucoup plus concis. Rashford, Lamine Yamal s'amuse même à de plus en plus mieux travailler la possibilité d'empêcher cette fameuse passe entre le défenseur central adverse et son latéral, ce qui bloque totalement l'équipe adverse et ce qui a nettement bloqué le Celta Vigo dans cette rencontre-ci. Et enfin, le quatrième et dernier point, mais pas des moindres, et celui-ci je l'ai moins vu du côté des 2 spécialistes que je vous ai cités précédemment, c'est bien évidemment une possession du Barça qui a un impact positif sur les récupérations du FC Barcelone. J'arrête pas de vous prendre la tête justement avec cette possession du côté du Barça, notamment à travers le 4-3-3 parce que je pense que c'est le système qui peut le mieux t'aider à la mettre en place, mais c'est une possession haute qui s'est nettement améliorée du côté du FC Barcelone qui, on le rappelle, la semaine d'avant à la maison chez lui contre Elche, n'avait même pas la possession du ballon. Et là, contre une équipe du Celta Vigo, qui est une des équipes en Espagne qui aime le plus avoir la possession, qui était sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, qui jouait à la maison, le FC Barcelone a grandement eu le ballon et a grandement eu le ballon dans des phases hautes du terrain. Pas juste une possession entre Cubarsí, Ronald Araujo et Frenkie de Jong, une possession haute. Et encore une fois, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, ce n'est pas une possession juste pour faire de la possession, juste pour faire le tiki-taka, juste pour améliorer tes phases offensives. C'est avant tout une possession pour améliorer ton animation défensive. Pourquoi? Parce que grâce à ça, tu récupères le ballon plus haut, plus rapidement,
plus facilement. Et dans ce match-ci, le FC Barcelone a eu 8 turnovers, c'est-à-dire 8 phases où il a récupéré le ballon dans les 40 premiers mètres adverses. C'est l'un des tout meilleurs scores de la saison pour le FC Barcelone, qui a peut-être connu un taux aussi haut contre Mallorca qu'il me semble peut-être, mais ensuite sinon contre les autres clubs ça a été du 7, 6, 5, 4, 3 récupérations hautes, 3 phases de turnover, mais ce match contre le Celta Vigo a vraiment marqué la différence par rapport aux autres. Et ça ne vient pas de nulle part, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça ne vient pas juste de la motivation des joueurs, même si forcément ça a un impact, mais ça vient aussi et justement parce que tu as plus ces possessions hautes sur le terrain. Ça aide tes joueurs à être placés à la perte du ballon. Déjà, ça aide tes joueurs tout simplement à ne pas avoir à faire des efforts de 20-30 mètres pour foncer sur leur vis-à-vis, parce que quand tu es en phase de pressing mais que tu laisses tant d'espace, tu as cet espace à combler et ça te demande de l'effort. Et on le sait, dans le Barça actuel, demander beaucoup d'efforts, c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc ça te permet déjà d'économiser un peu d'énergie, mais ça te permet, encore une fois, à la perte du ballon, d'être tout de suite au contact de ton adversaire. Tu as ton Baldé qui est haut, tu as ton Eric Garcia qui est haut, tu as des défenseurs centraux qui sont hauts, tu as tes milieux de terrain qui sont hauts, tu perds le ballon, tout de suite tu es proche de ton adversaire. En plus de ça, ton adversaire, lui, s'est fatigué à vouloir récupérer le ballon, que ce soit une fatigue physique, mais aussi une fatigue mentale. Lorsqu'il le récupère et qu'il voit 2-3 bulldogs foncer sur lui, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de balancer le ballon encore plus loin. Et toi, la première chose que tu as envie de faire, c'est de redémarrer une nouvelle phase de possession pour le mettre en difficulté. Et donc ça t'aide bien évidemment dans ton animation offensive, mais surtout dans ton animation défensive. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger du tout. La position haute est un élément essentiel d'une animation défensive. Voici les 4 points d'ajustement qu'on a vu contre le Celta Vigo. Ce Frenkie de Jong très bas. Ensuite, une équipe qui arrive à le réajuster, surtout en mettant 3 défenseurs centraux par rapport à ce qui se passe à l'opposé, mais aussi et surtout qui met une priorité à l'espace avant de mettre une priorité à la ligne du hors-jeu. Un Barça qui est en capacité de mettre en place le bloc médian pour favoriser, aider Marcus Rashford et Lamine Yamal dans le pressing. Et enfin, une possession haute du côté du Barça qui t'aide dans le contre-pressing et aussi qui va t'aider par rapport à l'énergie que tu fourniras sur le terrain. Ces 4 points sont essentiels. Maintenant, la grande question, comme je l'ai dit dans la FAQ, comme je l'ai dit dans la vidéo spéciale sur le retour du FC Barcelone, c'est se demander si ce qu'on a vu sur cette rencontre de Liga, c'était uniquement par rapport au Celta Vigo ou est-ce que c'est un système, une structure qui va être reconduite de la part de Flick? Parce qu'il faut ces petits ajustements autour du hors-jeu et ce qu'on a vu, ils ont apporté du positif parce que cette seconde mi-temps contre Celta Vigo, il me semble qu'on n'a concédé aucune occasion de la part de Celta Vigo qui, encore une fois, joue à domicile et une équipe sérieuse de Liga. Donc c'est quand même très positif. Là-dessus, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.